Le cadavre gisait dans une flaque de sang et la pluie tombait à verse, transformant le sol en boue. Un guerrier vêtu d'un manteau en lambeaux était à genoux, baissant la tête devant son épée. Parmi lui se trouvaient des ennemis tués. Il avait survécu à une bataille majeure, il y avait des marques de sang sur son visage, il y avait des trous partout sur ses vêtements, son épée était douloureuse avec des égratignures et des traces de sang. Le gars était entouré de morts, certains d'entre eux étaient coincés avec une épée et certains d'entre eux manquaient une partie de leur corps. Les guerriers tués au combat gisaient immobiles dans la rigueur de la mort, leur corps ensanglanté lavé par la pluie. Le jeune homme leva la tête de l'épée et regarda autour de lui. Un horizon d'espace sans fin s'ouvrait devant lui, tout couvert de cadavres de guerriers. Le jeune homme fut choqué de réaliser qu'il était le seul à avoir survécu parmi les nombreux morts. Soudain, le guerrier entendit une voix derrière lui, ce qui fit se retourner brusquement le jeune homme avec une surprise choquée sur le visage. La voix de quelqu'un disait qu'il ne pouvait pas penser qu'il y avait une personne aussi forte. Le gars a reconnu comme son ennemi, qui s'est avéré être vivant. Le jeune homme a sauté sur le corps allongé d'un guerrier ennemi, qui était des dizaines de fois plus grand que le gars. Et derrière le dos de l'inconnu, il y avait plusieurs paires d'ailes. Le corps de cette créature était en marbre, blanc, comme du plâtre, mais tout était coupé au couteau, et il y avait des cornes sur la tête. Ce monstre s'appelait le Grand Arnold. Il y a 20 jours, il s'est révélé à l'Empire et, avec ses camarades, a commencé à faire des ravages sans raison. Et il était le dernier des 3 géants, à cause desquels la moitié de l'Empire s'est transformée en cimetière, et le guerrier se demandait pourquoi ce géant était encore en vie. Mais Arnold a pris la parole et a assuré au jeune homme de ne pas s'inquiéter, qu'il ne vivrait pas longtemps, qu'il reviendrait bientôt dans son monde, et le gars a remarqué que ses amis morts l'attendaient déjà là-bas. Le géant a été surpris par les paroles du gars à propos d'amis. Le jeune homme a précisé que les amis d'Arnold étaient les 2 qui l'accompagnaient. Le jeune homme a ajouté que l'un des géants avait été pris par notre dragon rouge colérique. Il a également ajouté qu'un autre géant avait été emprisonné pour toujours par un vieil homme nommé Léon. Le jeune homme sourit méchamment en réalisant que les 2 géants avaient eu ce qu'ils méritaient. Arnold a dit au gars de ne pas cacher la vérité derrière de faux mots et a ajouté que les enfants de la star étaient liés les uns aux autres. Le géant a déclaré qu'il savait que leur adversaire avait également été détruit avec lui. Et à la fin, il a ajouté qu'il n'y avait plus d'homme courageux comme celui-là. Mais le héros essayait de rester calme, il ne comprenait pas ce que signifiaient les paroles du géant, car il espérait qu'il était déjà mort. Mais Arnold lui a dit de ne pas prendre de vitesse, car sa fin était proche. Le géant a expliqué que si le jeune homme avait réalisé ses capacités plus tôt et avait commencé à les développer, il serait devenu un obstacle majeur sur leur chemin. Le jeune homme en fut offensé. Il expliqua à la créature qu'il savait déjà que sa vie était mauvaise et il dit au géant de se taire et de mourir. Le jeune homme a marché sur l'œil du monstre et il a dit que le jeune homme était un homme juste et qu'il pouvait en être fier. Arnold a ajouté que le monde du gars finirait par disparaître, englouti par la lumière des étoiles. Mais le jeune homme ne voulait plus écouter le monstre. Le jeune homme leva son épée vers le haut et infligea un coup écrasant à son ennemi. L'énorme tête du monstre avec des cornes s'est envolée dans les airs sous la puissance de l'attaque du type. Cette tête tomba au sol avec fracas, et le jeune homme s'éloigna calmement dans l'autre sens. Le gars y réfléchit, il ne savait pas quoi faire maintenant de ce qui s'était déjà passé. Le jeune homme restait seul sous la pluie, ses pensées brouillées de souvenirs. Ses pensées le conduisirent vers le passé, où il se trouvait parmi ses camarades militaires. Soudain, un gars s'est assis à côté de lui. Ce jeune homme avait les cheveux roux et une cicatrice à l'œil. Les gars ont commencé à parler et après un moment, ils discutaient joyeusement de quelque chose. Ils sont devenus camarades et ont fait la guerre ensemble. Mais son ami est mort dans cette même bataille contre les géants qui ont semé le chaos dans l'Empire. Le jeune homme trouva les corps de tous ses camarades dans un des tas de cadavres. Le jeune homme se demanda quel genre d'orgueil les envoyait se battre jusqu'à la mort. Le gars pensait que ses camarades comptaient sur sa force et pensait qu'ils étaient aussi forts. Mais il aurait dû évaluer ses chances et s'échapper jusqu'au bout. Le jeune homme s'assit et ferma les paupières de son ami mort. Le type ne comprit pas pourquoi seule son épée agissait contre les géants que l'épée la plus puissante de l'Empire pouvait repousser. Le gars était désolé, car s'il avait su cela, un guerrier ordinaire ne se serait jamais tenu en première ligne et ses camarades ne seraient pas morts en premier. Le jeune homme bouleversé baissa la tête en signe de regret. Soudain le jeune homme entendit la voix de quelqu'un, il reva la tête pour regarder autour de lui. Le jeune homme entendit à nouveau un fragment de phrase. Peu à peu il commença à reconnaître cette voix. Le gars a crié qu'ils étaient encore en vie et a enfoncé son épée dans le sol, et l'adjoint s'est levé du sol. Inspiré par la réalisation que le jeune homme n'était pas le seul survivant ici, il s'est dirigé vers le son de la voix. Le jeune homme tenait fermement la lance et s'avança vers la cible. Une énorme pierre apparut devant elle, et une fille était assise appuyée contre elle. Le jeune homme l'a reconnue comme son commandant en chef. Le jeune homme était très heureux qu'elle ait survécu et heureux de la voir. Mais ensuite, il remarqua qu'il lui manquait un bras et qu'à la place il restait le reste d'une épaule bandée. Le jeune homme fut choqué et l'appela Adèle. Le jeune homme remarqua qu'elle semblait sans importance pour un commandant.
Mais la jeune fille a répondu que Ronald lui-même n'avait pas l'air mieux non plus, même s'il était caporal. Mais Adèle a changé de sujet pour un sujet plus excitant, elle a demandé si leur ennemi Arnold était vivant. Ronald a répondu que le monstre était déjà mort, qu'il l'avait tué et que le cadavre gisait à proximité. Le commandant en chef s'est calmé et le caporal a soudainement entendu quelque chose. Adèle a pleuré et a remercié Ronald. Le jeune homme resta assis en silence pendant un moment, regardant la jeune fille. Mais soudain, il lui parla et suggéra à la jeune fille que, puisqu'elle était si reconnaissante, il lui demandait d'écouter sa demande. Adèle lui demandait de quel genre. Le caporal a dit que lors de l'enterrement des soldats tombés au combat, selon le règlement, les corps sont soit laissés, soit brûlés. Pourrait-elle les traiter correctement cette fois aussi? Le commandant en chef a dit qu'elle n'était pas sûre, parce que le gars avait l'air plus vif qu'elle, mais la fille a suggéré que Ronald le fasse personnellement. Le gars a tenté de s'opposer à l'évaluation de son état, mais a immédiatement toussé avec une forte toux. Après avoir toussé, il y avait du sang dans la paume du caporal, il la regarda et dit qu'il n'avait pas l'air plus vivant qu'Adèle et qu'il pouvait mourir à tout moment. Ronald a expliqué au commandant en chef que la plupart du temps, il souffrait simplement de bêtises, il n'avait donc pas le temps de faire grand-chose, et c'est pourquoi sa mort semble extrêmement malhonnête. Adèle a demandé au gars, s'il survivait, ce qu'il aimerait faire, ce à quoi le jeune homme a répondu vaguement mais avec enthousiasme que la liste des choses à faire était tout simplement énorme. Et Ronald, regardant le ciel d'un air rêveur, a ajouté qu'en ce moment, une seule pensée lui vient à l'esprit. Le caporal a demandé au commandant en chef ce que c'était que d'étudier à l'académie. La fille n'a pas compris la question et a posé à nouveau la question au gars. Ronald a expliqué que les choses que disait cet énorme monstre le blessaient. Le jeune homme a ajouté que malgré tout cela, il y avait une raison bien plus importante. Le dernier souhait de sa sœur était d'envoyer Ronald à l'académie. Mais le caporal baissa la tête et dit avec désespoir que cela n'avait pas d'importance, car il retrouverait bientôt sa famille. Mais Adèle a essayé de s'opposer aux paroles du gars selon lesquelles lorsque la pluie cessera, une équipe de recherche sortirait. Mais le gars ne l'a pas laissé finir. Ronald a dit que tout était fini pour lui et qu'il ne comprenait pas pourquoi tout le monde autour de lui disait des choses insignifiantes. Soudain la pluie s'arrêta, les rayons du soleil apparurent parmi les nuages et reflétèrent leur lumière dorée dans la volonté de la flaque d'eau au sol. Le jeune homme et la jeune fille étaient perplexes face à un changement si soudain du temps, passant d'une tempête à une lueur claire. Ils ne comprenaient pas comment cela avait pu arriver, comment soudainement la pluie avait cessé de tomber et la tempête s'était apaisée. Mais soudain, une agitation éclata juste devant eux, le commandant en chef et le caporal devinrent perplexes et paniqués. Juste devant leurs yeux apparaissait ce qu'ils voulaient le moins voir dans cette situation. Une créature inconnue à 8 ailes est apparue dans le ciel devant ses camarades de bataille. Mais cette entité n'était pas seule, elle était entourée de nombreuses créatures similaires, mais toutes n'avaient que 4 ailes et leur corps était proche de ceux des humains. De plus en plus de ces créatures ont commencé à apparaître, elles étaient toutes semblables les unes aux autres. Et ils entouraient tout une entité qui avait 8 ailes, c'était le monstre principal qui apparaissait soudainement dans les rayons du soleil. Le caporal et le commandant en chef ne comprenaient pas d'où ils pouvaient venir, et même si nombreux, ils surveillaient leur apparition en silence et avec méfiance. Le désespoir apparut sur le visage d'Adèle, la jeune fille ne pouvait pas croire que rien n'était fini avec ces 3 géants. Le commandant en chef s'est rendu compte qu'en fin de compte, elle n'avait pas réussi à sauver le monde pour la 3e fois et qu'il ne lui restait qu'une seule chance, mais elle ne pouvait en penser à aucune. La jeune fille était perdue dans ses pensées, d'où elle fut ramenée par les cris du caporal. Adèle le regardait d'un air interrogateur, mais le type était menaçant et déterminé. Ronald a demandé à la fille ce qu'elle faisait et lui a dit de se ressaisir, le gars lui a ordonné d'utiliser la télékinésie ou quelque chose de similaire et de le vomir, car il ne pourrait pas les atteindre avec sa lame depuis le sol. Mais le commandant en chef ne comprenait pas comment, dans une situation aussi désespérée, le gars continuait à rester calme et obsédé par le combat. Le caporal a demandé à la jeune fille, perplexe, si elle n'allait pas tous les tuer, mais elle a demandé s'il allait sérieusement se battre même dans une telle situation. Le jeune homme dit sans aucun doute qu'il y allait et reprochait au commandant en chef de s'être déjà résigné et de s'être imaginé un plus beau cercueil. Ronald ajouta avec détermination que même s'il mourait, il ne devrait pas emmener ces créatures avec lui. Avec ces mots, le jeune homme balança sa lame avec confiance, se préparant à affronter le combat. Adèle a été complètement émerveillée par la détermination du gars, elle a été très surprise que le jeune homme n'ait pas abandonné même dans de telles conditions où il n'y avait aucune chance de gagner. Mais la jeune fille a immédiatement compris que Ronald était une telle personne, c'est pourquoi ils ont pu aller aussi loin. Le caporal a courageusement couvert la jeune fille de lui-même, se préparant à affronter les géants volants. Le commandant en chef a appelé Ronald, le gars s'est tourné vers elle et lui a demandé ce qu'elle voulait. Le gars lui murmura précipitamment qu'il était occupé et lui demanda d'arrêter de discuter, mais au même instant ses lèvres recouvrirent celles d'Adèle, l'empêchant de mettre fin à son indignation verbale. La panique est montée dans la tête du caporal,
Il ne comprenait pas ce qui se passait maintenant et ne s'attendait clairement pas à un tel geste de la part du commandant en chef. La fille a donné au gars quelque chose de rond et de bleu brillant à travers un baiser. Le jeune homme était complètement abasourdi et a demandé à Adèle ce qu'elle lui avait dit. La jeune fille lui a chuchoté quelques mots à l'oreille. Les paroles du commandant en chef ont semblé choquer le gars et il a demandé à sa patronne de quoi elle parlait. Ronald s'est tourné vers l'indignation, car il ne comprenait pas si la fille lui offrait sérieusement cela dans une telle situation ou non. Mais la jeune fille n'a pas prêté attention à la confusion du gars et a prononcé les derniers mots. Adèle a demandé au caporal une demande, s'il se reverrait, que le jeune homme lui demande de ne pas faire de bêtises et de devenir une simple couturière. Pendant ce temps, dans le dos des deux camarades, des créatures ailées s'apprêtaient à les frapper, mais la jeune fille finit de parler. Le commandant en chef a déclaré qu'elle avait essayé tant de choses, mais qu'elle n'avait jamais réussi. Le monstre principal à 8 ailes formait une sphère lumineuse d'énergie bleue, se préparant à attaquer ses ennemis. Et ainsi, au même instant, une onde de choc enveloppa le jeune homme et la jeune fille. Des éclairs de différentes couleurs se mélangent, formant une immense sphère d'énergie. Au bout d'un certain temps, devant Ronald, il n'y avait plus de champ de bataille jonché de cadavres, ni de ces géants ailés, ni d'Adèle, seulement un ciel clair couvert de nuages insignifiants. Le gars a immédiatement sauté du sol et a commencé à appeler le commandant en chef. Mais autour, il n'y avait qu'un champ sans fin, des montagnes, une forêt, rien de comparable au monde dans lequel se trouvait le jeune homme il y a une minute. Ronald regarda attentivement autour de lui et remarqua une rangée de maisons au loin, apparemment c'était un petit village. De l'autre côté, il y avait une rivière où les enfants jouaient et nageaient sur un radeau. Le jeune homme reconnut cet endroit, c'était sa ville natale, la Normandie. Le caporal était assis sous un arbre et ne pouvait pas croire qu'il était réellement revenu dans le passé. La prise de conscience est venue progressivement. Ronald s'est rendu compte que les paroles du commandant en chef étaient vraies. Le gars se souvenait des événements récents, du baiser avec Adèle, de la façon dont elle lui avait donné la balle bleue. Lorsque le type a demandé au commandant en chef ce qu'elle lui avait donné, la jeune fille lui a expliqué que le jeune homme venait d'avaler un orbe qui lui permettait d'inverser le temps. Adèle a expliqué que grâce à cette sphère, elle, étant simple couturière, a pu atteindre le rang de commandant en chef, mais au total la sphère lui permet de revenir 4 fois dans le passé. La jeune fille a ajouté qu'elle l'avait déjà utilisée 3 fois, il ne lui restait donc qu'une seule chance, c'est pourquoi elle a remis la sphère à Ronald, le pouvoir de détruire les géants. Enfin, la gérante a ajouté qu'elle était sûre que Ronald était la clé pour sauver le monde. La jeune fille a dit au jeune homme à son oreille qu'il devrait perfectionner ses compétences et elle était heureuse que ses désirs soient similaires à ses objectifs. Mais le caporal, se souvenant de ses paroles récentes, se rendit compte qu'il les avait prononcées ainsi, et le commandant en chef les prenait trop au pied de la lettre. La jeune fille a ajouté que si un homme veut étudier, il devrait alors aller à l'Académie de Francfort. Il y a beaucoup de personnes exceptionnelles là-bas et Adèle était sûre que cela aiderait le jeune homme. Et à la fin, la fille a ajouté que s'il se reverrait, elle a demandé au jeune homme de persuader son ancien moi de ne rien faire de stupide et de devenir une simple couturière. Après tout, elle a essayé tellement de choses, mais elle n'a jamais réussi. Après avoir retourné tout cela dans sa tête, Ronald fut envahi par un sentiment désagréable. Le gars a essayé de penser que tout cela n'était qu'un rêve et a commencé à se cogner la tête contre un arbre pour se réveiller. Et les passants n'ont pas compris ce qu'il faisait de si étrange. Le jeune homme était plongé dans le désespoir, car même si c'était la réalité, et qu'il se retrouvait dans le passé, que pouvait faire le gars seul? Mais ensuite le caporal a pensé à quelque chose. Ronald ramassa un bâton dans l'herbe et se précipita dans la ville elle-même. Le gars pensait que puisqu'il était dans le passé, il pourrait toujours voir sa sœur aînée. Le jeune homme a couru à travers les rues de la ville jusqu'à sa maison du passé. Ronald avait déjà hâte de rentrer à la maison et de voir sa sœur aînée. Mais soudain, son regard s'intéressa à quelque chose à côté de l'arbre. Il y avait plusieurs gars debout là, et l'un d'eux, qui avait l'air plus jeune qu'eux, était attaché la tête en bas à un arbre. Ronald était en colère à ce sujet, il ne comprenait pas pourquoi ils avaient suspendu l'enfant la tête en bas. Le caporal a reconnu chez ces gars-là quelqu'un qu'il connaissait du passé. Mais soudain, Ronald remarqua une autre chose étrange. Les jambes du garçon n'étaient pas du tout soutenues par une corde, mais par magie. Le jeune homme pensait qu'il était difficile de voir une personne avec une capacité aussi précieuse, même sur le champ de bataille. Alors il ne pouvait pas croire qu'une telle personne existait dans cette petite ville. Le caporal a estimé qu'à cette époque il y avait des gens dotés de telles capacités. Un garçon aux cheveux roux entra dans le champ de vision de Ronald, l'air très intimidé. Red s'inquiétait pour l'enfant et ne comprenait pas combien de temps les hooligans continueraient, car à ce rythme-là, quelque chose de grave pourrait arriver à ce garçon. L'enfant a supplié les intimidateurs d'arrêter l'intimidation. Le garçon a ajouté aux hooligans qu'il n'avait vraiment pas d'argent du tout. Il a également tenté de justifier que les médicaments destinés à sa mère ce mois-ci étaient très chers. Ce à quoi le tyran a répondu qu'il s'en fiche de tout ça, qu'il ne fait que vider les poches de cet enfant et qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour la santé de sa mère.
Le méchant a ajouté que si le garçon voulait être un fils respectueux, il aurait dû gagner de l'argent. L'intimidateur s'est jeté sur l'enfant et l'a frappé au visage de toutes ses forces. Il a lancé un autre coup, et ses copains voulaient également se joindre à lui et n'attendaient que cette opportunité pour le faire. Mais ensuite une pensée vint à l'esprit du chef des intimidateurs, il appela le magicien aux cheveux roux qui se tenait derrière eux. L'intimidateur a ordonné à la rousse de soulever l'enfant jusqu'au sommet de l'arbre. Mais l'homme aux cheveux roux a essayé de refuser, se justifiant en disant que s'il soulevait le garçon encore plus haut, il pourrait accidentellement le laisser tomber, ce à quoi le principal a répondu qu'il était un lâche et qu'il avait peur comme une fille, mais ce n'est pas le cas. On n'avait pas l'impression qu'il traînait dans les parages. Finalement, le méchant a ordonné à Alan de se taire et de récupérer l'enfant. Sinon, le roux sera pendu, tout comme ce garçon. Alan ne comprenait pas comment cela avait pu en arriver là et pensait qu'il n'aurait pas dû commencer à apprendre la magie. Red se souvenait de la façon dont il utilisait la magie pour montrer des performances aux gens sur la place, simplement avec l'intention de prouver qu'il était également bon dans quelque chose. Le roux pensa qu'il devrait dire à l'intimidateur qu'il ne pouvait plus maintenir la magie. Mais Alan avait peur d'affronter un groupe d'intimidateurs, alors il a simplement continué à soutenir la magie. Mais le garçon aux cheveux roux décide quand même de dire un mot contre les hooligans, il leur demande d'arrêter. Mais à ce moment-là, Alan reçoit un coup de bâton de Ronald. La brune ordonne au magicien de s'arrêter pour qu'il ne tue pas l'enfant. Immédiatement, à cause de la magie interrompue, le garçon tombe au sol. En voyant cela, les hooligans sont confus. Le principal intimidateur a crié à Alan, lui demandant ce qu'il faisait. L'intimidateur s'est approché du roux et lui a demandé que c'était une blague pour lui. Alan a arrêté la magie uniquement parce que le gars l'avait dit, mais le roux s'est justifié en disant que c'était un accident. Mais soudain, Ronald s'est tourné vers Alan et lui a demandé d'oublier intimidateur et de lui parler. L'homme aux cheveux roux se tourna vers le type et le reconnut. Le caporal a continué à parler avec sa connaissance comme si de rien n'était, sans prêter attention aux hooligans. Ronald a demandé à l'homme aux cheveux roux où il avait appris la magie de la télékinésie, ce à quoi le garçon a timidement répondu qu'il l'avait appris d'un grimoire acheté chez un colporteur. Le jeune homme en fut étonné, il remarqua que la magie d'Alan était trop bonne main avec un livre bon marché. Le gars a trouvé ça incroyable et a décidé de le regarder encore. Soudain, l'un des hooligans a sorti une épée de sa ceinture. Ce son attira l'attention de Ronald et il devint méfiant. Le principal tyran s'est approché de lui avec une épée et a déclaré avec indignation que le jeune homme avait osé l'ignorer. L'intimidateur a ajouté qu'après avoir cédé à Ronald récemment, il est devenu assez insolent. Le méchant a décidé d'apprendre quelques bonnes manières au gars et lui a balancé son épée. Face à l'attaque, Ronald a été surpris par la taille de l'épée et par l'endroit où l'intimidateur l'avait trouvé. Le gars pensait également que la position était tout simplement terrible, mais généralement la force ne lui suffit, mais pas dans ce cas. Le tyran s'en prend sérieusement au jeune homme qui a osé le contredire. Mais Ronald esquive facilement l'attaque, ce qui ravit le méchant, provoquant une confusion sur son visage. Mais cela a également surpris le gars lui-même, car son corps est plus jeune maintenant, mais comme il s'en est rendu compte, le reste n'a pas changé, lui a été inculqué pendant son service militaire. Le sentiment de combat est resté entièrement chez le gars, même en tenant compte du fait qu'il se retrouvait dans le passé. Le chef de la bande de tyrans en a ri, il a ajouté que la chance était du côté de Ronald, car il voulait le laisser infirme, incapable de soulever une cuillère pour le reste de sa vie. Mais le gars a répondu qu'il le savait, car aujourd'hui il avait eu extrêmement de chance, surtout compte tenu du manque de chance en général tout au long de sa vie, mais le chef des tyrans a souri et a dit de se mettre à genoux et de mendier, puis il le quitterait vivant, mais sans un bras. En même temps, Ronald gardait une expression calme envers tout le monde. Mais quand l'intimidateur a mentionné que s'il l'achèverait, il prendrait bien soin de sa sœur. Avec ces mots, le jeune homme a répété le moment avec sa sœur, mais l'intimidateur a ri et a dit que chaque fois qu'il voit sa sœur, il pense à cela et à d'autres choses désagréables. Mais Ronald semblait avoir été remplacé, il balançait son bâton sur l'ennemi de toutes ses forces. Le principal voyou n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit contre cette attaque, il est simplement resté stupéfait. Pendant ce temps, le bâton, en raison de la force et de la rapidité de l'attaque, a coupé l'oreille de l'ennemi et celui-ci s'est envolé dans l'espace. Le principal tyran a immédiatement saisi l'endroit où se trouvait son oreille, laissant tomber l'épée de ses mains. L'intimidateur a crié de douleur et de peur, ces autres personnes étaient confuses. Mais ensuite Ronald a appelé le gars d'un ton menaçant. Son visage était terrible, il se tenait devant l'intimidateur comme un roc. Puis la rage est apparue sur son visage et il a menacé de mort l'intimidateur. Le principal tyran était toujours assis, recroquevillé sur le sol. Ronald se tenait devant lui avec un bâton, Alan se tenait derrière lui et à proximité se trouvait une bande de voyous effrayés. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Il ne comprenait pas comment ce type pouvait se couper l'oreille principale avec un simple bâton. Mais Ronald a remarqué ces gars et s'est adressé à eux, les faisant sauter de leur siège par peur de lui.
Le jeune homme a donné un coup de pied à leur chef et a ordonné aux intimidateurs de l'emmener et de disparaître de la vue s'ils tenaient à leurs oreilles. Le caporal a ajouté qu'il ne devrait pas oublier de laisser l'argent volé, ainsi que le paiement pour son humeur ruinée. Les hooligans tremblaient de peur de Ronald, ils disaient qu'il rendrait tout. Le gars a donné au garçon l'argent que les intimidateurs avaient laissé. Mais l'enfant a décidé de préciser si Ronald voulait vraiment tout lui donner, même s'il y en avait plus que ce qu'ils avaient pris, mais le jeune homme a dit que tout était en ordre, l'épée laissée par les hooligans suffirait pour lui. Le caporal a également rassuré le garçon en lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter du fait que les méchants pourraient à nouveau se rapprocher du gars, car il n'avait tout simplement pas le courage d'apparaître près de lui. Le garçon a remercié le gars les larmes aux yeux de joie, mais il lui a dit de marquer et de rentrer chez lui. Mais ensuite Alan, qui se tenait à proximité, a décidé d'intervenir. Il s'excusa auprès du garçon d'avoir utilisé ses pouvoirs magiques sur lui. Le roux expliqua au garçon qu'il savait qu'il n'aurait pas dû faire quelque chose comme ça, même sous les menaces de Hans. L'homme aux cheveux roux a ajouté qu'il avait tellement peur qu'il ne pouvait pas s'y opposer. Alan s'est encore excusé, a dit que c'était de sa faute et qu'il était vraiment désolé. Mais le garçon dit au roux qu'il rugissait de la même manière. Il a rugi de la même façon quand Hans vous a amené ici pour la première fois. Le garçon a ajouté que lorsqu'il a vu Alan, il a pensé à quel point leur situation était similaire. Le garçon a donc demandé à l'homme aux cheveux roux de ne pas trop se faire de reproches. Et l'enfant a ajouté avec un sourire aux lèvres que ce n'était pas de sa faute. Le garçon a également dit qu'il était heureux qu'Alan se soit excusé. Le garçon dit au revoir à la rousse et à Ronald et rentra chez lui avec le sac d'or. Alan fit signe au garçon et resta debout avec le caporal. Ronald regarda pensivement l'homme aux cheveux roux, et le jeune homme réalisa qu'Alan n'était pas si mal. Le caporal a rappelé sa présence au roux, il a dit qu'il voulait lui parler, le garçon lui a demandé de quoi il voulait parler. Mais Ronald a dit qu'il se reverrait ici dans 4 jours. Red ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais le caporal lui dit qu'il était occupé pour le moment et qu'il se retrouverait donc plus tard, dès que la lune se lèverait dans le ciel nocturne. Ronald a noté que, bien sûr, si Alan ne venait pas, alors peut-être qu'il devinerait ce qui se passerait. Et avec ces mots, il tira une épée de sa ceinture, ce qui fit trembler le roux. Mais le jeune homme courait à ses occupations, menaçant l'homme aux cheveux roux qui le suivait de le tuer s'il arrivait en retard. Alan resta sur place, complètement confus. Quelque temps plus tard, le gars est arrivé chez lui. Ronald a apporté des fleurs pour sa sœur en chemin, mais maintenant, sur le seuil de la maison, il se demandait si c'était trop. Mais le jeune homme se souvint que sa sœur aînée les aimait, alors il rassembla tout ce qui attirait son attention. Mais au dernier moment, Ronald était sur le point de jeter les fleurs, mais apparemment, lui-même n'a pas remarqué à quel point il était bruyant. Le bruit a attiré sa sœur, et elle est sortie sur le seuil pour savoir ce qui se passait dans la rue et a vu son frère. La sœur salua Ronald, qui la regarda avec surprise. Le gars pensa que pendant son service dans l'armée, il s'était demandé des milliers de fois quoi lui dire quand il se reverrait. S'il s'excusait d'être parti sans lui dire au revoir ou lui disait à quel point lui manquait, Ronald y pensait tellement, mais tous ces mots appartiendraient uniquement à Ronald le soldat. Le gars pensait que maintenant tout ce qu'il pouvait dire, c'était qu'il était chez lui. Puis sa sœur sortit en courant de la maison, c'était une grande et belle fille aux cheveux argentés. Le gars se tenait légèrement penché, parce qu'il voulait dire tellement de choses à la fille, mais il ne pouvait pas, alors il a seulement dit qu'il était à la maison. Ma sœur a préparé beaucoup de nourriture pour le déjeuner. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que le jour viendrait où son frère froid lui offrirait un bouquet. Isabelle était la sœur aînée de Ronald et elle était très heureuse du bouquet qu'elle a reçu de son frère. Le jeune homme a seulement marmonné qu'il était content qu'elle aime ça, et Isabelle a proposé à son jeune frère d'ajouter plus de nourriture, mais le gars a refusé, car il était déjà rassasié. Soudain, Ronald a posé à sa sœur la question de savoir quel âge elle avait cette année. La sœur a dit qu'elle avait 22 ans et a demandé ce que c'était. Mais le gars a répondu qu'il avait simplement oublié accidentellement, ce à quoi la fille s'est un peu mise en colère et a dit que nous ne devrions pas oublier cela. Isabelle pensait même que son frère avait de la fièvre ou un mal de tête. Ronald commença à raisonner que si sa sœur avait 22 ans, alors il lui resterait environ 10 ans avant l'invasion de ces créatures. Pendant ce temps, Isabelle posait délicatement sa main sur le front du gars. Elle a noté que le gars ne semblait pas avoir de fièvre. Ronald pensait à sa sœur qu'elle était exactement la même que dans ses souvenirs. Elle est tout aussi brillante, gentille et chaleureuse, c'est grâce à elle que le gars veut que de tels moments durent pour toujours. Mais le gars a compris qu'après 10 ans, pour protéger sa sœur et ce monde, il devait faire quelque chose. Ronald a retiré sa main de son front et a dit qu'il devait dire quelque chose à Isabelle. Elle lui a demandé ce qu'il voulait dire. Mon frère a dit avec joie qu'il envisageait d'entrer à l'académie. Isabelle regarda Ronald d'un air interrogateur, elle ne comprenait pas bien ses paroles. Mais une seconde plus tard, elle rayonnait de joie à la nouvelle de son frère. Elle lui a demandé de le répéter, parce qu'elle ne croyait pas à ses paroles, parce que le gars ne voulait jamais en entendre parler. Puis elle a commencé à serrer la main de son frère. Isabelle a soudainement couru quelque part. Ensuite,
La jeune fille a commencé à trier toutes ses affaires, disant qu'elle savait que ce jour viendrait. Après tout, son frère est si intelligent et elle était sûre qu'il deviendrait le meilleur en tout, ce à quoi le gars l'a tranquillement remercié. Soudain, Isabelle plaça une immense cuve devant son frère. La sœur aînée dit à Ronald qu'elle lui avait préparé une surprise, la cuve était remplie de pièces d'or, le jeune homme était étonné d'une telle quantité. La jeune fille a expliqué qu'elle les avait secrètement mis de côté pour surprendre son frère au cas où il déciderait de s'inscrire, afin qu'il ait une chance de le faire. Ronald admirait sa sœur et lui demandait quand elle avait réussi à économiser autant. Le jeune homme lui a dit d'utiliser l'argent elle-même, car il n'y en avait pas assez ici. La sœur a essayé de s'y opposer, expliquant qu'il y avait plus de pièces qu'il n'y paraissait, même si elle ne savait pas où son frère allait s'inscrire. Mais Ronald a immédiatement répondu qu'il s'inscrirait à l'Académie impériale de Francfort. Isabelle, après quelques secondes de prise de conscience, a crié dans toute la maison sous le choc à la nouvelle. L'Académie impériale de Francfort est la meilleure institution éducative de l'Empire. Dans ce document, les enseignants les plus remarquables de tout le continent, associés au financement de la famille régnante, ont créé un lieu offrant une éducation sans précédent. Ce lieu est si prestigieux qu'on l'appelle l'atelier des héros et, bien qu'il jouisse d'un statut extrêmement élevé, des personnes connues de Ronald, comme le commandant en chef Adèle, y ont étudié. Le maître de l'épée Shannon, le pif méchant, la sorcière de l'hiver et bien d'autres ont également étudié ici. Les diplômés de l'académie furent très utiles pendant la guerre, à tel point que les conseils du commandant en chef furent plus que logiques. Mais avec une barrière à l'entrée aussi élevée et des prix insensés, la popularité de cette académie devient un problème. Mais le gars a réfléchi à la réaction de sa sœur, elle a dit que Ronald pouvait le faire. C'est pourquoi le jeune homme a décidé de montrer le résultat à Isabelle. Mais ensuite le gars a remarqué qu'il ne pensait pas qu'elle en viendrait. Ronald a mal prononcé le nom du roux et il l'a corrigé. Le roux expliqua qu'il pensait que s'il n'était pas venu, le jeune homme ne l'aurait pas laissé derrière lui, mais la brune lui demanda d'oublier ça. Ronald commença à expliquer qu'il serait occupé ce soir-là, qu'il y avait quelque chose que le gars aimerait vérifier avec la rousse. Alan était déconcerté par la décision inattendue du jeune homme, mais il rassura l'homme aux cheveux roux en lui disant qu'il n'y avait rien de spécial là-dedans. Ronald a immédiatement dit qu'il aimerait que le roux utilise la télékinésie sur lui, et il a ajouté qu'Alan devrait l'élever le plus haut possible. Le roux fut surpris de savoir pourquoi le jeune homme avait besoin d'utiliser la télékinésie si soudainement. Alan était perplexe quant à la raison pour laquelle il ferait quelque chose d'aussi dangereux, mais Ronald a assuré que tout n'était pas si dangereux, il a simplement demandé au garçon de faire ce qu'il disait. Et il a ajouté que pour que la rousse n'ait pas peur, car le mec ne mourrait pas, Alan est d'accord. L'homme aux cheveux roux lui ordonna de commencer, une lueur bleue apparut dans ses mains. Alan a crié la phrase sur la main invisible et la lueur bleue est devenue plus grande et a enveloppé tout Ronald. Soudain, la brune sentit quelque chose. Ses pieds ont quitté le sol, le gars a pensé que cela dépassait toutes ses attentes. Quelques instants plus tard, le jeune homme se retrouvait dans les airs, planant au-dessus du sol. Ronald a noté que même si cette magie ne fonctionne pas aussi haut et de manière stable, la sensation était extrêmement similaire à celle ressentie lorsqu'Adèle l'a soulevé dans les airs. Le jeune homme a rappelé que lors de la bataille avec Arnold, c'était la télékinésie qui lui permettait de combattre ce monstre sur un pied d'égalité. Le gars s'est envolé vers les monstres et a pu les attaquer. Ronald a noté que la télékinésie est une compétence rare parmi les magiciens, qui sont eux-mêmes rares. Ce qui signifiait qu'Alan serait la partie la plus importante de la future bataille avec Arnold. Le gars remarqua que le début n'était pas si mal. Mais Alan dit d'une voix tremblante que cela devenait de plus en plus difficile pour lui et demanda au gars la permission de le laisser tomber. Ronald lui a demandé de tenir encore un peu, car il voulait vérifier autre chose et ensuite il descendrait lui-même. Mais Alan ne comprenait pas ce que signifiaient ces paroles, puisque le gars était maintenu en l'air par télékinésie. Le gars a balancé son épée de toutes ses forces. Alan était étonné que Ronald ait pu couper son flux de mana. Le jeune homme sauta à terre. L'homme aux cheveux roux a été étonné par cette action et a demandé au gars de s'expliquer, mais la brune a répondu qu'il était juste un peu possessif. Mais Alan n'a pas compris de quel genre d'acrobatie il parlait, car pour la première fois il a vu comment quelqu'un coupait le ruisseau, mais il a immédiatement reçu un léger coup à la tête, lui demandant de simplement marquer, car le jeune homme lui-même l'a fait. Je ne sais pas comment ça a fonctionné. Ronald pensait que découvrir la nature de cette capacité n'était qu'une des tâches de ses devoirs. Et c'était probablement la raison pour laquelle sa lame fonctionnait sur lui. Mais le gars pensait qu'il devait y réfléchir maintenant et qu'il devait s'occuper de quelque chose. Le jeune homme a dit à Alan qu'il avait réussi le test. La brune jeta le sac au roux et lui demanda de le suivre, car ils avaient encore des choses à faire avant le coucher de la lune, mais Alan fut surpris qu'il soit si tard dans la nuit. Mais la brune a répondu à ces paroles que cela deviendrait la première page de la biographie de Ronald, le plus grand livre historique de l'Empire. Red a posé des questions sur l'Académie de Francfort. Et il a ajouté que le gars est bon en arts martiaux, ça lui va bien. Mais lui-même ne peut rien faire. Il est aussi timide et lâche.
Ce à quoi le jeune homme lui a demandé s'il envisageait de continuer à vivre ainsi. Après tout, Alan a un talent inné, et le dépenser pour divertir des ordures n'est pas un bon choix. Le jeune homme a demandé au roux si c'était vraiment la vie qu'il souhaitait pour lui-même. Le gars a expliqué que le roux avait divers mauvais traits. Il était timide et lâche. Et aussi un pleurnicheur qui verse des larmes sans raison et un perdant qui a peur de tout. Ces mots ont touché Alan au vif. Mais Ronald a dit que tout allait bien parce que maintenant il pouvait changer. Mais il est désormais impossible de rattraper le temps perdu. Et la brune a ajouté qu'un jour le roux le regretterait. Et il se disait mentalement qu'il le regretterait. Tout comme il l'avait fait dans sa vie passée. Pendant un moment, Ronald s'est souvenu du futur, où il est déjà un guerrier. Mais le gars est revenu sur des problèmes urgents et a demandé à Alan ce qu'il avait décidé. Mais le roux était impressionné que Ronald s'inquiète pour quelqu'un comme lui. La brune l'a rassuré en lui disant qu'il ne forcerait pas sa vie, afin qu'il puisse revenir s'il le voulait. Le gars lui-même s'est retourné et s'est éloigné, disant au roux qu'il avait des affaires, mais Alan l'a arrêté et lui a dit qu'il voulait aussi changer. Red a ajouté qu'il irait à Francfort avec lui et lui a demandé de lui apprendre tout ce qu'il devrait être capable de faire. Cette décision d'Alan était uniquement entre les mains de Ronald. Il a souri insidieusement. Le gars a retrouvé son apparence calme et a dit à l'homme aux cheveux roux que depuis qu'il avait fait preuve de courage pour la première fois, il avait décidé de lui faire passer le premier test pour le grand casse-cou Alan. Le garçon a immédiatement accepté et Ronald, se détournant de lui, a souri méchamment, car tout s'est passé comme il l'avait prévu. Alan a été choqué lorsqu'il a découvert quel serait son premier test. Les gars étaient assis dans les buissons, le roux a précisé si c'était vraiment son premier test. Le caporal a dit que oui, ça y est. Derrière les buissons, il y avait un feu près duquel était assis un gobelin lunaire. Et en plus, ce gobelin était un leader. Ronald, avec un regard épanoui, a demandé à l'homme aux cheveux roux quelle était sa tâche, mais il était sous le choc. Mais le caporal n'a pas tardé, il a dit que maintenant il était temps pour eux de commencer. Le gobelin de la lune est un type de gobelin que l'on trouve souvent dans cette ère. La plupart des gens les distinguent des gobelins ordinaires par leur peau jaune et leur corps défiguré. Mais la caractéristique vraiment unique des lunaires était leur amour fou pour l'or et d'autres trésors. Ils tentent souvent des embuscades aux marchands dans le but de les voler. Les gobelins rassemblent tout ce qui a de la valeur au même endroit et organisent une fête, qui tombe à la pleine lune, comme aujourd'hui. Le roux comprit pourquoi ils étaient là, et la brune ne fit que confirmer ses hypothèses. Ronald a dit avec enthousiasme dans ses yeux qu'aujourd'hui, il les volerait complètement. Alan a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Qu'il existe des gobelins qui collectent des objets de valeur et organisent des vacances. Red a demandé comment le jeune homme était au courant, mais il a répondu évasivement qu'il avait ses propres sources, car il ne pouvait pas lui dire que dans une vie antérieure, il était tombé dessus par hasard. Par conséquent, le gars a simplement changé de sujet et a expliqué à Alan qu'il avait juste besoin de transférer tout leur trésor dans le sac pendant qu'il dormait. Mais le roux n'était pas sûr de la simplicité de la mission, car il avait peur de se tromper et de les réveiller. Mais Ronald a simplement répondu que s'il échouait, ils auraient des ennuis. Ces mots ont encore plus effrayé Alan et il a crié que la mission était trop dangereuse et qu'il valait la peine de penser à tout, ce à quoi la brune l'a traité de lâche. Ronald expliqua au roux, pour qu'il l'écoute, que pour qu'ils entrent à Francfort, ils avaient besoin de deux choses. Le gars a poursuivi en disant que, premièrement, ils ont besoin d'argent, car le coût de la formation là-bas est exorbitant. Et deuxièmement, ils ont besoin d'une réelle expérience, même si les moyens posent problème, mais l'expérience est plus importante. Ronald a ajouté que Francfort regorge d'aristocrates qui ont reçu la meilleure éducation depuis leur enfance. Et si Alan veut les contourner, il n'y a qu'un seul moyen. Ce chemin impliquait d'acquérir de l'expérience tout en risquant sa vie. Ronald pensait que ces gars étaient des adversaires idéaux, en même temps nous gagnerions de l'argent et gagnerions de l'expérience, deux oiseaux d'une pierre. Le gars a immédiatement demandé s'il avait un meilleur plan, ce que l'homme aux cheveux roux a refusé. Alors le jeune homme lui a demandé de ne pas discuter avec lui. Ronald tapota l'épaule du gars et lui dit qu'il pouvait commencer tout de suite. Alan utilisa sa télékinésie et commença progressivement à glisser tous les objets dorés du gobelin dans le sac du jeune homme. Rouge a progressivement déplacé les objets un par un dans les airs. Et la brune s'assit et l'encouragea, lui assurant qu'il en restait juste un peu. Et juste comme ça, Alan a progressivement rempli les deux sacs de Ronald d'or. Finalement, les deux sacs étaient remplis de trésors. Le gars a félicité l'homme aux cheveux roux pour son travail, mais lui-même ne croyait pas avoir réussi. En fait, Ronald n'en était pas tout à fait sûr, mais en fait, Alan a pu s'impliquer rapidement. La brune décida que le garçon était meilleur qu'il ne le pensait. Et en conclusion, il ajouta mentalement qu'il avait trouvé le pion idéal et vraiment précieux. Le gars revint sur le sujet, il dit aux roux que puisqu'ils avaient rempli les sacs à ras-bord, il était temps pour eux de passer à autre chose. Alan n'arrivait pas à croire qu'ils avaient enfin fini. Mais Ronald a confirmé ses propos, affirmant qu'il n'avait plus rien à faire ici et qu'il pouvait partir avant que quelque chose n'aille mal. Soudain, un corbeau volant rapidement est apparu de la forêt. Cet oiseau était pourchassé par deux hommes armés.
Ils ont couru le long d'un chemin forestier bordé d'arbres, ce corbeau leur a fait quelque chose, alors que les gars l'ont insulté bruyamment. Ronald et Alan ont entendu ces cris. La brune se demandait quel genre d'imbécile pouvait faire un tel bruit dans la forêt en pleine nuit. Ces cris ont réveillé le gobelin de la lune. La créature se releva et ne comprit pas si tard d'où venaient ces cris. Soudain, le gobelin remarqua que son or manquait dans le coffre. Il releva instantanément tous ses camarades endormis. Ils se sont tous réveillés et ont commencé à discuter de l'endroit où se trouvait le voleur. Soudain, ils entendirent des bruits non loin du camp. Se tournant vers les buissons, ils virent Ronald et Alan partir prudemment avec des sacs à dos remplis à ras-bord d'or. Les gars ont également remarqué les yeux de leurs ennemis sur eux-mêmes et ont réalisé qu'ils étaient en grande difficulté. Sans y réfléchir à deux fois, les gobelins de la lune se précipitèrent vers Ronald et Alan aussi vite qu'ils le pouvaient. La rousse trembla et cria de peur. Mais le brun répondit assez calmement qu'il le savait, car tout se passait trop bien. Effrayé, Alan a suggéré à Ronald de jeter ses sacs et de s'enfuir, mais le jeune homme a catégoriquement refusé cette option, arguant leur refus par le fait qu'ils ne pourraient pas payer leur entrée sans cet or, et encore moins gagner autant. Red a essayé de faire valoir que dans une telle situation, ce n'est pas l'argent qui compte. Alan cria alors que les gobelins se dirigeaient droit vers eux. Le jeune homme examina pensivement la longue épée en acier bon marché et l'évalua. Le gars estimait qu'une épée avec un tel poids et une telle dureté résiste à une quinzaine d'attaques. Mais il y a eux-mêmes une trentaine de gobelins. Et maintenant, les ennemis sont à quelques pas de Ronald, ils ont levé la patte pour frapper. L'homme aux cheveux roux a appelé le jeune homme et l'a prévenu du danger. Mais le gars calculait seulement dans sa tête comment répartir ses 15 attaques parmi les monstres. Après avoir réfléchi à tous les détails, Ronald a décidé que cela devrait suffire. Et maintenant, la brune porte le premier coup aux ennemis, frappant 3 monstres à la fois. 3 têtes de gobelins lunaires s'envolèrent dans les airs. Alan était très choqué par ce qui se passait. Et Ronald a continué à découper les méchants, il en restait désormais 14. Les corbeaux perchés dans les arbres poussèrent un cri perçant. Le jeune homme plongea son épée dans la dernière tête ennemie. Le caporal regarda autour de lui et réalisa que c'était le dernier monstre, et tout se passa plutôt bien. Alan restait assis sur place, mais sa peur faisait désormais place à l'étonnement. Pour être honnête, l'homme aux cheveux roux n'a même pas bien compris ce qui venait de se passer, car tout s'est passé trop vite. Alan commença à raisonner que Ronald avait décapité 3 gobelins à la fois d'un seul coup. Et puis, devant le reste de la foule, le gars a tout simplement disparu. La brune commença à bouger à une vitesse incroyable, comme un rayon laser. En un clin d'œil, le type réapparut derrière la foule effrayée. Tout ce qu'Alan voyait, c'était les têtes des gobelins de la lune s'envoler et Ronald se déplaçant à travers la foule à une vitesse incroyable. Et maintenant, le brun laissait derrière lui une foule de cadavres de gobelins, c'était un spectacle incroyable. Soudain, Ronald interrompit les pensées d'Alan et lui demanda pourquoi il était figé là, prévoyant de continuer à déconner, ce à quoi l'homme aux cheveux roux s'excusa seulement. Mais le gars lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser et lui a demandé de faire ses valises rapidement, car il rentrait chez eux. Ronald a noté que tout cela était fatigant, car il s'attendait à ce que la marche soit facile, mais ils se surestimaient eux-mêmes et leurs camarades. Et pendant ce temps Alan avait du mal à porter toute cette charge. Le brun se demanda si ses muscles lui faisaient mal à cause des coupures habituelles d'une bande de gobelins pathétiques, peut-être parce que Ronald était encore en pleine croissance. Le gars a résumé qu'à son retour, il s'impliquera intensément dans l'entraînement physique. L'homme aux cheveux roux a demandé au jeune homme quel genre de cri il y avait dans la forêt, mais le gars lui-même ne le savait pas. Alors qu'ils étaient sur le point de quitter le camp gobelin, ils entendirent un cri, quelqu'un disant à quelqu'un d'arrêter. Mais le jeune homme ne comprenait pas pourquoi il criait dans la forêt au milieu de la nuit et reconnaissait que ces gars étaient tout simplement stupides. Soudain, derrière les gars, quelqu'un les avisait avec un arc. Une flèche avec une pointe rouge a volé droit sur Alan. Le garçon se retourna au sifflement de la flèche, mais celle-ci était presque devant son visage. Mais Ronald a réussi à intercepter la flèche juste avant son attaque. Alan ne réalisa qu'au bout d'un moment que la flèche volait droit sur lui. La brune ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec la forêt, pourquoi elle était maudite, parce qu'il y avait tellement de gars étranges dedans. Soudain, 2 archers sont apparus devant eux, ils ont été surpris qu'Alan et Ronald se révèlent être des personnes, et des enfants en plus. Cela a tellement irrité le brun qu'il a cassé la flèche d'une main, comme une paille. Les gars se sont approchés d'Alan et Ronald et se sont excusés auprès d'eux avec le sourire aux lèvres. L'archer s'est justifié en disant qu'il pensait que quelque chose bruissait au loin et qu'il pensait que cela pourrait être un monstre. Pendant ce temps, il regardait les sacs des gars, complètement remplis de zloty. Le deuxième archer a déclaré qu'ils avaient failli tuer un homme. Mais Ronald a immédiatement vu clair dans leurs mensonges et l'a dit directement, car les gars n'ont même pas essayé de cacher leurs regards avides. La brune leur demanda d'arrêter cette farce et de répondre normalement. Il leur a posé une question directe sur qui ils étaient. Les 2 archers ont été déconcertés par l'inhospitalité inattendue de Ronald, qui a percé leurs mauvaises intentions. Mais l'un des étrangers continuait à sourire avec insouciance et disait qu'il avait oublié de se présenter correctement. Au même instant,
il sortit un poignard derrière son dos et cria qu'il s'agissait de colibris. Ronald fut surpris une seconde, mais intercepta immédiatement le coup de l'ennemi. Tirant la main d'un des colibris vers lui, le type frappa la mâchoire de l'ennemi avec son autre main. L'archer a immédiatement craché du sang à cause de la force et de la douleur de l'attaque. Ronald a reconnu ses gars. Soudain, le deuxième des colibris s'est précipité vers le gars, avec l'intention de le poignarder. Mais la brune ne le vit pas, et Alan décida d'aider son camarade. Red concentra sa magie de télékinésie et la dirigea vers l'archer ennemi. Le cri de l'allié aux cheveux roux attira l'attention de la brune, qui se retourna et remarqua l'ennemi derrière lui. L'archer blond réalisa qu'il ne pouvait pas bouger pour des raisons qui lui étaient inconnues. Ronald était heureux qu'Alan puisse l'aider dans la bataille. La brune repoussa le couteau des mains de l'archer. Il y avait maintenant le poignard de l'ennemi, avec lequel le gars lança instantanément de nombreuses attaques sur l'archer. Le blond ne comprenait pas qui il était pour avoir un tel pouvoir. Mais au même moment, son corps s'est effondré en petits morceaux. Des parties du corps de l'ennemi tombèrent au sol, horrifiant Alan. Il a demandé à la brune si l'archer était mort. Ronald a confirmé qu'il était mort, car il n'avait pas besoin d'avoir pitié de celui qui avait tenté de le tuer. Le gars a demandé au roux s'il avait entendu les mots du gars disant qu'il venait de Hummingbird. Colibri était une organisation qui commettait tous les crimes possibles, tels que le braconnage, les enlèvements, le trafic d'êtres humains. C'était le groupe criminel le plus brutal de l'Empire. Le jeune homme a transpercé le deuxième archer avec un couteau. Ronald a ajouté que sans lui, ces deux-là auraient déjà coupé les organes d'Alan, et lui-même aurait été tranquillement enterré quelque part. L'homme aux cheveux roux essaya de s'y opposer, mais le jeune homme l'interrompit et le traita d'imbécile, car s'ils avaient laissé partir ces méchants, connaissant la vérité, cela aurait été considéré comme un crime. Ronald a dit à Alan d'arrêter d'apparaître et de commencer à se préparer, mais au même moment, des bruits se sont fait entendre derrière lui. Les gars se sont retournés et ont vu un sac qui, pour une raison quelconque, bougeait tout seul. Le roux a expliqué que ce sac avait été apporté par ces criminels. Ronald et Alan se sont approchés du sac inconnu pour voir ce qui y était caché. Le roux soupçonnait qu'il pouvait y avoir un animal capturé là-bas. Le brun ouvrit le sac et, dans son obscurité, ses yeux brillèrent d'une vive lumière bleue. Avec un grincement perçant, la créature s'envola hors du sac. Un étrange poussin bleu apparut devant les deux jeunes hommes. Ronald et Alan ont été étonnés par ce qu'ils ont vu. Pour la première fois de leur vie, ils ont vu un oiseau aux plumes bleues. Les jeunes hommes admiraient sincèrement le poussin qu'ils voyaient. Soudain, Ronald remarqua quelque chose, il y avait une sorte de chaîne sur les pattes de l'oiseau. C'était le piège du colibri, leur chaîne de chasse, il perturbe le flux du mana de la victime et complique les mouvements. Brunet a noté qu'auparavant, il lui semblait que ces chaînes étaient utilisées dans des cas particuliers ou pour attraper des créatures uniques, alors peut-être que cet oiseau bleu était une telle créature. Soudain, le poussin parla et une lueur dorée d'une sorte de pictogramme apparut derrière lui. L'oiseau a dit que quelque chose s'était finalement connecté et avait ouvert les deux ailes sur les côtés, illuminant l'espace avec la brillante lumière dorée du pictogramme. Alan a crié, il était étonné que l'oiseau parle, mais Ronald a traité le roux d'idiot et lui a expliqué que cela n'arrive pas, c'est juste la magie de la communication. Le brun pensait que l'oiseau parlait dès qu'il sortait du sac, il pensait que le sac lui-même était capable de bloquer le mana. Il demanda à la voix s'il était le propriétaire de l'oiseau. La voix a immédiatement répondu que oui, il s'appelle William, et qu'en ce moment il étudie des créatures fantastiques, et cet oiseau Mike est sous sa protection. Peu importe combien William a essayé, la connexion n'a pas fonctionné, il pensait déjà à signaler cela, mais tout s'est bien passé, mais il a ensuite demandé qui étaient ces gars, ce à quoi la brune a répondu qu'ils n'étaient que des voyageurs vertueux. Le gars a raconté comment ils avaient rencontré des braconniers. Ces criminels ont volé l'oiseau de William. Et puis les souvenirs étaient trop semblants pour être expliqués. C'est ainsi que Ronald a décidé de terminer son histoire, pour ne pas entrer dans les détails. Par conséquent, le gars a résumé qu'ils avaient simplement sauvé l'oiseau, mais William n'a pas tout compris et a été surpris par son histoire. L'homme a dit qu'il y avait pensé, mais qu'il n'imaginait même pas que cela se produirait réellement, et a ajouté qu'il avait une énorme dette envers les gars. William a déclaré qu'il ne savait même pas comment il pourrait les rembourser, mais Ronald a dit à l'homme de ne pas y penser, car le plus important était de savoir comment lui rendre l'oiseau, qui avait l'air très fatigué après sa captivité. La brune a suggéré que s'il enlevait les chaînes, l'oiseau pourrait voler normalement, l'homme lui a répondu que c'était très probablement le cas. William a ajouté que les oiseaux de rêve ont un instinct domestique incroyable, donc si le gars peut la libérer, laissez-le le faire. Ronald a sorti son épée et a immédiatement coupé les chaînes des pattes de l'oiseau. Le poussin n'a pas compris ce qui s'était passé et les chaînes se sont effondrées en petits morceaux. Le gars a dit à l'oiseau de retourner chez son père. Et il ajouta d'une voix douce pour que la nana ne l'inquiète pas. Mais l'oiseau tourna la queue vers le jeune homme. Il n'a pas compris ce que cela signifiait et s'est mis en colère. Mais William a expliqué que le poussin demande à arracher une plume avant qu'elle ne s'envole. Apparemment, un jour il voudrait se revoir.
L'homme a ajouté qu'après avoir retiré la plume de l'oiseau de rêve, cela permettrait au gars de connaître la direction vers lui comme une boussole. Le jeune homme a retiré une plume. William a demandé au gars s'il avait obtenu le stylo et a ajouté que s'il visitait son établissement plus tard, il lui aurait demandé de passer le voir ainsi que Michael afin qu'il soit sûr de rembourser la dette du gars. Avec ces mots, l'oiseau s'enfuit et la brune fut surprise à une vitesse si élevée. Soudain, Aaron remarqua quelque chose dans la main de Ronald, il remarqua qu'il avait l'impression d'avoir été piqué. Le gars regarda sa main et fut surpris. Le jeune homme ne comprenait toujours pas de quoi il s'agissait. Quelques jours plus tard, les gars arrivèrent en ville. Il y avait beaucoup de marchands différents et des tentes avec des charrettes, ils avaient des marchandises différentes. L'un des hommes a regardé le pendentif bleu, il a évalué le coût de la pierre et la compétence de son traitement. Cet homme était propriétaire d'une société commerciale, il a dit que le pendentif était incroyable et a offert 20 pièces d'or en échange. Il a ajouté aux gars que tout ce qu'ils avaient apporté valait beaucoup d'argent et a noté qu'il passait une bonne journée et qu'il était heureux d'aider un client aussi important. Ronald était heureux qu'au moins quelqu'un s'en rende compte. Après tout, les autres marchands n'étaient que des escrocs et n'offraient que 5 pièces d'or pour ce pendentif. La brune a ajouté qu'il était heureux d'avoir trouvé un marchand aussi décent, que cette promenade lui avait porté ses fruits et que l'homme lui-même était flatté par ses éloges. Le propriétaire de la société commerciale a demandé au gars s'il voulait évaluer autre chose que ces choses. Le jeune homme y a réfléchi. Le gars a sorti de sa poche quelque chose qui ressemblait à un œuf de la couleur du ciel nocturne et a dit que ce n'était pas à vendre. Il se demandait juste ce que c'était. Cet objet a été laissé à Ronald par cet oiseau bleu des rêves. L'homme a soigneusement examiné l'objet. C'était un œuf et il brillait d'une lumière bleue et violette. Au début, le gars pensait que l'oiseau avait de la merde dans la main, mais il avait tort. Pour vérifier la sécurité, le gars a jeté l'œuf sur le côté de toutes ses forces, directement dans la pierre, à titre de test. Mais non seulement l'œuf ne s'est pas cassé, mais il a émietté un pavé géant. Ainsi, Ronald a pu découvrir que c'est une chose très forte. Pourtant, le gars ne savait pas si c'était un œuf ou autre chose. Mais il savait une chose, il s'agissait d'un objet créé par une créature fantastique rare, qui coûtait probablement très cher. Le marchand étudiait attentivement cet objet, sa couleur, cette texture. L'homme a suggéré qu'il pourrait s'agir de crottes de cheval. Ce à quoi Ronald a répondu que non, bien sûr. Le marchand a ri et a déclaré que, malheureusement, il ne savait pas de quoi il s'agissait, mais a noté que l'objet était très inhabituel. L'homme a proposé au jeune homme d'identifier l'objet auprès de professionnels. Le gars était d'accord avec cette idée, mais a ajouté qu'il ne pouvait pas vendre cette propriété pour le moment car il était très intéressé. Ronald a demandé aux commerçants s'ils vendaient des livres sur Francfort, il a précisé à propos de l'Académie de Francfort. Le brun a confirmé et a ajouté en réponse que lui et son ami envisageaient de passer les examens d'entrée, mais qu'ils connaissaient très peu cette académie. L'homme était ravi de ces mots, il a ajouté que quelle heureuse coïncidence. Le commerçant a ajouté que sa fille envisage de passer les examens d'entrée dans cette académie et qu'elle pourra aider les gars et qu'elle était juste censée revenir. Au même moment, une voix de femme s'est fait entendre derrière les gars, demandant ce qui se passait et qui étaient ces gars. Ronald et Alan se sont retournés et l'homme a ajouté qu'elle était sa fille. Sa fille unique Maria, c'était une belle grande blonde. Les gars tombèrent un instant dans la stupeur à la vue de la fille. Ils regardèrent Maria, elle avait un regard froid et imperturbable. Le commerçant a demandé à la fille de saluer les gars, car il les considérait comme des personnes importantes avec lesquelles il venait de conclure une affaire rentable. Mais Maria était sceptique à ce sujet, traitant les clients de son père d'enfant. L'homme la grondait et lui demandait de faire attention à son langage. Le commerçant s'est excusé auprès des gars pour la fille, expliquant qu'elle avait grandi dans cette entreprise et qu'elle pouvait donc être impolie, mais Alan a rassuré l'homme en lui disant que tout allait bien. La rousse a ajouté que Ronald pourrait s'emporter. À ce moment-là, la brune s'est approchée de la jeune fille et lui a demandé si elle était vraiment Maria. La même Maria qui utilise Sandy comme deuxième prénom, la jeune fille a accepté et a posé une contre-question au jeune homme sur la façon dont il savait cela. Le gars vient de dire que la fille lui ressemble vraiment. Mais l'homme que Ronald connaissait était un homme. Le jeune homme posa une autre question à Marie et la rapprocha de lui. La fille était perplexe quant à ce que le gars voulait demander, et il lui a demandé dans un murmure à l'oreille si elle avait quelque chose en bas. Ronald voulait dire si elle était un homme, mais la fille n'a pas compris ce que le gars essayait de dire. Pendant un certain temps, Maria a réfléchi à l'essence des mots soudainement prononcés par le gars. Le jeune homme ajouta pensivement que peu importe comment on le regardait, il ne semblait pas qu'elle en ait un. Le gars a suggéré que le vieil homme pourrait avoir un autre enfant, dont il ne sait rien. Mais au même moment, la jeune fille offensée a frappé le visage de Ronald avec sa main, le traitant de malade. Même dans cette situation, le brun analysa le coup qu'il reçut au visage, si bien que ce sentiment lui parut familier. Cette personne était peut-être le comte Maria Sandy. Lorsque Ronald servait dans un endroit appelé Amsterdam, Maria était responsable du ravitaillement. Maria était une personne impressionnante, dotée d'une excellente éthique de travail,
d'une personnalité facile à vivre et de la capacité de s'entendre avec n'importe qui. Cependant, lorsque le sujet des pénis a été abordé parmi les gars, Maria s'est soudainement mise en colère contre tout le monde. Il a commencé à gifler les gens. Ensuite, Ronald était très curieux de connaître la raison de cela. Le gars allait demander à son ami quand il se reverrait, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Après tout, Maria est décédée plus tôt, mais le jeune homme ne pouvait même pas imaginer qu'il trouverait ici la réponse. Le comte Maria est en fait une fille, elle était en colère que le gars, à cause de ses pensées, ait réagi au coup avec un sourire sur le visage. Et avec ces mots, Maria décida de porter un autre coup au visage de Ronald. Mais le brun arrêta la jeune fille en lui frappant la tête avec son poing. Le gars a expliqué qu'il s'était simplement laissé frapper une seule fois. Et même alors, parce qu'il s'était trompé, Maria lui lança un regard furieux. La jeune fille n'a pas abandonné et s'est cogné la tête dans la mâchoire de Ronald, l'insultant. Ils se sont battus, s'insultant de toutes les manières possibles. Pendant ce temps, Alan et le commerçant regardaient simplement en marge. Mais ensuite les spectateurs ont décidé de mettre fin aux violences et ont couru pour éloigner leur nouvelle connaissance des combats. Quelque temps plus tard, dans la ville de Tente, Alan ne comprenait pas ce qui se passait entre Ronald et Maria, car ils venaient de se battre. La fille a demandé si les inconnus avaient vraiment tout laissé au gars. Le jeune homme a accepté et a demandé à examiner Maria pour voir si tout allait bien. Sinon, il achètera autre chose aux épées. Alan était surpris de voir comment les deux avaient réussi à s'entendre en si peu de temps. Maria a demandé à Ronald pourquoi il lui avait laissé 3 lames, ne serait-il pas difficile de les porter. Ce à quoi le gars a objecté que c'était juste au cas où, puisqu'il est dur avec les épées. La fille a de nouveau demandé comment le gars aimait les épées. Le jeune homme a répondu qu'elle n'était pas mauvaise, mais que cette épée en fer noir était la meilleure. Maria a expliqué que le fer noir est assez résistant, c'est donc un objet que même les chevaliers célèbres recherchent. La nouvelle amie a ajouté qu'elle ne savait pas à quel point le gars était dur avec l'épée, mais il était peu probable que celle-ci se brise. Tandis que le gars était déjà dans ses pensées. Il admirait le fait que c'était une épée de fer noir, et dans le passé, c'était son arme préférée. La jeune fille remarqua qu'il y avait une excellente pierre magique dans ce fer, donc il devrait simplement leur laisser l'épée, mais elle y réfléchit ensuite. Maria se tourna vers l'homme aux cheveux roux, le traitant de joli magicien et lui demanda quel genre de magie il utilisait. Il hésita un peu et marmonna qu'il utilisait la télékinésie. La fille était ravie, elle a traité Alan d'incroyable et lui a dit que s'il se montrait bien, il pourrait obtenir une bourse, ce dont l'homme aux cheveux roux était heureux. Ensuite, Maria s'est tournée vers Ronald, elle a demandé au gars quelle technique il prévoyait de montrer lors de l'examen pratique. La jeune fille a expliqué au jeune homme que pour qu'il puisse entrer à Francfort, il devait impressionner les professeurs lors de l'examen pratique en leur montrant ses techniques. Maria a ajouté que l'examen théorique est également difficile, mais ne peut être comparé à l'examen pratique, à tel point qu'il suffit de bien se montrer dans la pratique pour être admis. La fille a dit en conclusion qu'en d'autres termes, si vous ne montrez pas votre valeur dans la partie pratique, vous pouvez oublier Académie, mais le gars a soupiré d'agacement. Car il pensait qu'un épéiste n'avait besoin que d'être capable de escrime. Le gars a demandé à Maria ce qu'il montrait habituellement pendant l'examen, la fille a dit que certains nobles montraient des techniques secrètes. Maria a ajouté que la plupart des artistes martiaux et des candidats montrent leurs techniques personnelles de mana martiale. Le jeune homme a arrêté son histoire et a demandé que les enfants qui manient une épée à cet âge puissent utiliser le mana même sans être des magiciens. Maria a été surprise et a répondu que s'il était un étudiant prometteur à Francfort, alors il était normal de pouvoir le faire. La fille a dit qu'il fallait d'abord apprendre à ressentir le mana, puis l'utiliser au combat, c'est la base. Le nouvel ami comprit au visage du gars qu'il ne pouvait pas sentir le mana. Ronald a demandé si utiliser le mana n'était pas similaire à utiliser l'aura, cette question a choqué la jeune fille. Maria se couvrit le visage de ses mains et ne comprit pas si le gars voulait sérieusement entrer à l'Académie de Francfort. La jeune fille a objecté qu'il était possible de comparer le mana et l'aura et de les considérer comme similaires, ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il était au courant et que Maria ne faisait que du bruit en vain. Soudain, la fille s'est levée de table et a ordonné au gars de sortir. Elle demanda la permission d'emprunter ses poignards, puisqu'elle avait laissé son épée à la forge. Mais Ronald s'est mis en colère parce qu'il craignait que Maria ne leur fasse du mal, et la fille lui a dit de ne pas s'inquiéter, car tout se terminerait avant même d'avoir commencé. La nouvelle amie a ajouté que si quelque chose arrivait aux épées, elle les paierait 2, voire 3 fois plus cher. Maria a dit au gars de terminer le dialogue et de la suivre. La fille a décidé de donner une formation spéciale au jeune homme. Le mana est la source du pouvoir de la nature. Comme l'air, c'est une énergie naturelle qui existe partout dans le monde. Cependant, cela ne veut pas dire que n'importe qui peut l'utiliser. Le gars ne pouvait pas utiliser le mana. La fille a dit que l'aura peut être appelée un type de mana. Mais il y a une différence entre eux, comme entre le ciel et la terre. Même ceux dont le talent est reconnu s'entraînent pendant 10 ans et, seulement avec des efforts insensés, ils maîtrisent à peine le pouvoir inné, c'est l'aura.
Maria a demandé au gars s'il comprenait quelque chose, mais il a faiblement répondu qu'il semblait comprendre. Ronald se souvenait de les avoir rencontrés de temps en temps sur le champ de bataille. Ils utilisaient une aura et possédaient un pouvoir inhabituel. Ils étaient vraiment ennuyeux, donc c'est assez surprenant de découvrir à quel point c'est incroyable. Mais le jeune homme remarqua que, dépecé, il mourrait quand même. La jeune fille a suggéré de terminer les explications et de commencer la formation. Maria a remarqué qu'elle transmettrait tout plus rapidement si elle utilisait son corps plutôt que sa tête. Ronald pensait qu'elle n'était qu'une jeune fille, mais soudain, la jeune fille réduisit la distance qui les séparait plusieurs fois en un instant. Le gars n'a même pas compris ce qui s'était passé, puisque la fille ne lui a pas laissé le temps de comprendre. Le jeune homme encaissa les coups de Maria en se défendant avec son épée. Ronald fut impressionné par la force de la jeune fille. Son regard exprimait la menace et le sérieux. Les épées qui se rencontrèrent brillèrent d'une lumière dorée. Le gars a dévié le coup d'épée de sa nouvelle connaissance. Le jeune homme était impressionné par le fait que la jeune fille avait un tel pouvoir alors qu'elle était si jeune et utilisa même 2 poignards à la fois. Ronald remarqua qu'il ne pouvait pas le voir, donc il n'était pas sûr qu'il s'agisse d'une sorte de style de combat de mana. Maria était fâchée que le gars ait facilement dévié son attaque. La fille prévoyait de mettre fin à la bataille d'un seul coup. Elle voulait montrer au gars toute la puissance du mana et lui faire abandonner l'idée de s'enrôler. La nouvelle connaissance pensait que c'était mieux ainsi que de subir l'humiliation pendant l'examen. Mais au lieu de cela, le gars la pressait. Maria se demandait si c'était la capacité de quelqu'un qui n'avait pas de mana. Elle était impressionnée. Mais le jeune homme ne la laissa pas réfléchir, il demanda à la jeune fille à quoi elle pensait. Ronald dévie à nouveau efficacement son attaque. Maintenant, le gars lui-même commence à frapper, il a balancé son énorme épée. Au tout dernier moment, il a dit à la jeune fille d'esquiver plutôt que de bloquer, mais elle était confuse. Le gars a frappé de toutes ses forces, Maria a peine réussi à l'esquiver. La jeune fille fut emportée par l'onde de choc et parvint à se ralentir avec son épée. Maria a remarqué qu'un retard pouvait lui coûter cher et elle a demandé au gars s'il était inhabituel. Ronald a répondu qu'il était comme elle. Le gars a remarqué que même sans tenir compte du mana, la fille est très douée avec une lame, ce à quoi Maria a ajouté qu'elle avait de légers problèmes avec son centre de gravité. Ronald a dit que si elle les corrigeait, elle irait loin, mais le gars se dirigeait quelque part. La jeune fille lui a dit de ne pas penser qu'il avait gagné juste à cause de cela, mais le jeune homme a répondu qu'il s'en fichait et lui a demandé de tenir parole. Ronald lui rappela une fois de plus sa promesse de payer 3 fois plus pour les poignards. Sous ses yeux et sous les yeux de Maria, le poignard s'est effondré en morceaux. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé, son regard exprimait le choc. Et le jeune homme lui a simplement dit de préparer de l'argent pour le poignard. Mais ensuite, la jeune fille sentit le contact de quelqu'un derrière elle. Maria s'est retournée et il y avait Alan, qui l'a félicité pour le combat, parce qu'il comprenait, dans une certaine mesure, ses sentiments. Mais Ronald a appelé le roux et lui a ajouté qu'il était très fatigué. Et leur nouvel ami resta debout, stupéfait, ne comprenant pas qui étaient ces gars. Le lendemain, le gars est venu voir Maria pour de l'argent. Mais la fille a préparé autre chose pour Ronald. Il s'agissait de livres, parmi lesquels se trouvait un recueil de problèmes et de notes sur l'examen théorique de Francfort, réalisé par Maria elle-même. La fille a précisé que les gars n'en avaient pas besoin, car il ne restait qu'un mois avant l'examen, ce à quoi la brune a répondu qu'ils étaient nécessaires. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle essayait si fort pour les gars. Un soupçon s'est glissé dans la tête de Ronald, il a prévenu la fille que si elle allait le piéger, elle se sentirait mal plus tard, mais Maria a immédiatement répondu qu'elle n'allait pas les piéger. Elle aimait juste ces gars. La jeune fille a expliqué qu'elle fournit ce service parce qu'elle souhaite que les 2 gars s'inscrivent et les aident gratuitement. Maria souhaitait offrir une aide personnelle pour préparer les examens, mais à cause du commerce, elle et son père doivent voyager. La jeune fille souhaitait que les garçons étudient dur pour eux-mêmes et les menaçait que s'il échouait même avec ses livres, elle leur en parlerait. Le gars a souri et lui a dit de mieux penser à elle-même. Maria a dit au revoir aux jeunes hommes et leur a dit qu'ils se reverraient dans la capitale le lendemain de l'examen, puis elle a sauté dans la voiture et est partie. Elle ajouta ensuite pour que les garçons aient le temps de lire les livres, Alan lui fit signe et Ronald suivit pensivement la fille du regard.